Mesdames, Messieurs, bonjour. Jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn. Nous avons observé une pause la semaine dernière en raison de la Tabaski. Dewaneti, JDD, qui reçoit professeur Samba Thiam, professeur agrégé en histoire du droit, titulaire de classe exceptionnelle à la faculté des sciences politiques et juridiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est avocat et président de l'Organisation nationale des droits de l'homme Sénégal, ONDH. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Khan. Merci de m'avoir invité. J'en profite aussi pour présenter mes meilleurs vœux à toutes les personnes qui nous regardent, à tout le monde, et de dire Dewaneti. Alors, professeur, la justice sénégalaise est dans tous ses états. Entre décisions contestées ou saluées, des morts non encore élucidées et des réformes préconisées, dans quel état se trouve Dame Justice pour le théoricien, le praticien et le défenseur du droit que vous êtes? Alors moi je pense que la Dame Justice, la MAT, comme disent les historiens du droit, elle est toujours là où elle était. C'est une institution, c'est une organisation. Notre Constitution a prévu des institutions de la République et a cité les cours et tribunaux, a cité les grandes juridictions. Les institutions sont là. Des décisions de justice sont rendues. Je crois que quand il y a une confiance remise en cause dans son expression, ça pose problème. Puisque notre société, l'équilibre de la société repose, j'ai l'habitude de le dire, sur 3 moyens: la paix, la croissance et la justice. Donc la justice est un facteur de développement et les 3 doivent être combinés. Vous voyez que c'est un élément essentiel qui est au cœur de notre vie. Point de développement sans justice. Du tout. Et cette justice doit être crédible. On doit avoir de la confiance en elle. Quand elle rend une décision, cela doit forcer la soumission, le respect de cette décision. Mais quand c'est critiqué, trop critiqué, quand il y a un doute, quand la confiance est remise en cause, au lieu d'une paix, nous risquons de vivre dans le désordre, dans le déséquilibre. Oui, justement, cette dame, j'allais dire cette vieille dame, se porte-t-elle bien au Sénégal? Je pense qu'elle se porte bien. C'est nos comportements, nos mentalités, nos gestes, nos actions qui changent et qui font que, dirigée vers elle, elle en souffre, son mythe s'évapore. Et quand il n'y a pas de mythe autour d'elle, ça peut créer des problèmes. Mais à qui peut-on imputer la responsabilité de cette souffrance de Dame Justice? Aux autorités politiques, aux magistrats, aux avocats, puisque vous en êtes un, aux justiciables, à qui? Je pense qu'il faut parler de tout le monde. À défaut de dire, je n'ose pas dire qu'il y a responsabilité, qu'il faut l'attribuer à tel ou à tel autre, mais il faut savoir que c'est un comportement global. Ceux qui nous gouvernent, ceux qui détiennent le pouvoir, doivent avoir une attitude qui inspire le respect vis-à-vis de l'institution de la justice. Il ne faut pas qu'il y ait un moindre doute, qu'on se pose la question de la complicité, de la mainmise sur la justice. Il faut qu'il y ait des égards, que ceux qui exercent, je le répète, le pouvoir, montrent d'abord cet exemple. Ceux également qui cherchent à arriver au pouvoir, qui veulent conquérir, il faut que depuis la phase préparatoire, la phase de la conquête, qu'ils montrent qu'ils sont respectueux des institutions de la République, qu'ils se soumettent, qu'ils acceptent, même si ça n'arrange pas, même s'il y a une erreur, même si la décision, elle n'est pas correctement rendue, il faut faire semblant de respecter. Si maintenant, il vous me permet de parler de ces femmes et hommes qui sont attribués, à qui, pardonnez-moi, nous avons attribué cette fonction difficile de juger, il faudra attendre d'arriver au pouvoir pour changer, pour mettre les femmes et les hommes qu'il faut. Oui, mais faire semblant, ça peut poser problème. Non, mais quand je dis faire semblant, oui, il ne faut pas, quand on veut arriver à ce stade, quand on veut exercer des fonctions hautement solennelles, il ne faut pas
critiquer, désigner du doigt cette institution. Malheureusement, les autres, les masses, les populations n'auront plus de confiance. Or, la décision est rendue au nom du peuple. Il faut que le peuple s'y retrouve. Donc, donnons cet exemple de dire, ben, j'ai fait un recours, j'ai essayé, malheureusement, la décision est à mon encontre, je me tourne vers le peuple du Sénégal, à qui je peux demander le pouvoir, réorganiser les choses. Il ne faut pas attaquer. Le peuple sénégalais, juge suprême. C'est ça. Juge suprême. Alors, mais il y a aussi à questionner le comportement des magistrats, puisque le débat, il est là. Hein. On parle de magistrature qui ne serait pas indépendante. On a même entendu ces dernières années des magistrats eux-mêmes porter la critique. Mais il y a aussi les avocats qui font partie de cette famille judiciaire. Quelle est leur responsabilité? Alors, la responsabilité d'un avocat, c'est d'éclairer les populations, c'est de participer à la vie politique, c'est de critiquer les décisions, c'est d'aller jusqu'au bout. Et même au niveau international, l'avocat a donc ce côté pédagogique, ce côté humain, et participer à la vie démocratique, bousculer le changement. Mais il est dans une activité libérale. Quant aux magistrats, l'indépendance, elle est déjà là, du point de vue légal, du point de vue institutionnel. Il faut que nous acceptions que les nominations passent par un homme. C'est ce qu'a dit la Constitution. Les magistrats, les plus hauts magistrats sont nommés par le président de la République. Oui. Mais une fois qu'on est nommé, quant à l'indépendance, elle reste individuelle, elle reste personnelle. Le devoir d'ingratitude, comme disait l'autre. La magistrature sénégalaise n'est pas indépendante. On l'a entendu. Oui, mais moi je ne peux pas m'exprimer comme ça en disant que la magistrature n'est pas indépendante, puisque c'est un ensemble. Ils sont nombreux à exercer ces fonctions de magistrat. Il y a des magistrats du parquet, il y a des magistrats du siège. Et il y a des décisions de justice qui sont rendues. C'est vrai qu'il y a des affaires très sensibles, des questions difficiles. C'est à ce niveau que le problème d'indépendance se pose. Peut-être que je suis dans ce qu'on appelle l'idéal, je rêve, mais je suis convaincu que l'indépendance, elle est d'abord au niveau de la personne. Si elle veut être indépendante, si elle veut juger en âme et conscience, si elle veut juger par rapport à elle-même et impartir une certaine autorité à sa décision, elle peut y arriver. Aucune pression, aucun avantage, aucun privilège ne m'amènerait à remettre en cause ma liberté, mon indépendance intellectuelle. Vous, avocat, il vous est arrivé vraiment de douter d'une décision rendue par un juge parce qu'il ne serait pas indépendant, ou non, vous avez toujours pensé que les décisions rendues par nos cours et tribunaux sont des décisions bonnes, indépendantes? Ah ben je ne dis pas bonnes, oui. Mais nous sommes dans le domaine du droit. Oui. J'ai posé une question de droit. J'attends une réponse du juge. Le juge doit interpréter la règle de droit, doit l'appliquer à mon affaire. Si j'estime que cette façon d'interpréter, elle est erronée, elle n'est pas correcte, je fais un recours, je l'amène à un juge supérieur. Et justement, ce dernier juge qu'on appelle la Cour suprême, elle est là pour veiller à ce que la règle de droit soit correctement appliquée. Je me dirige vers donc la Cour suprême. Si le Cour suprême estime que le juge a dit le bon droit, ça s'arrête là. Je me conforme. Dans le domaine des droits de l'homme, j'ai la possibilité d'aller au niveau international. Il n'y a pas à se remettre en cause l'indépendance de la personne qui avait rendu la décision. Elle peut se tromper. Je peux me tromper moi-même. Moi, je cherche à me rentrer dans le domaine du droit. Je défends un intérêt particulier, l'intérêt de mon client. Et je cherche à orienter la règle de droit vers la réalisation de cet intérêt. Et je dis au juge, voilà le bon raisonnement. Et justement, notre langage, c'est de dire, je veux faire des conclusions. Je fais entrer le juge dans un raisonnement et je l'enferme en disant, prenez cette façon de voir. C'est la meilleure. Et nous sommes plusieurs à dire, non, c'est celle-là, c'est la manière de voir qui reste celle que vous devez suivre.
Jury du dimanche, professeur Samba Thiam en est l'invité. Il est professeur agrégé en histoire du droit. Il est avocat. Il est également le président de l'Organisation nationale des droits de l'homme, ONDH Sénégal. On va dire un peu de tout, mais oui, pas complètement. Mais intéressant. Alors, mais le doute est là aujourd'hui, professeur. C'est à propos de la mort de François Mancabou, un des suspects d'un groupe dénommé Force spéciale avec une 8aine de personnes qui sont poursuivis, accusés d'avoir voulu saboter les installations de Sénélec à Bel-Air. Il est décédé, François Mancabou, à l'hôpital. Avant même son déferrement, le procureur s'est prononcé. Il y a un certificat de décès qui parle de mort accidentelle. Sa famille, ses proches disent non, il a été torturé. Le procureur dit qu'il s'est cogné la tête contre le mur. Quelle est la thèse qui emporte votre adhésion? Alors c'est difficile de dire telle thèse emporte mon adhésion. Je rappelle que je parle aussi au nom d'une organisation, oui. C'est l'Organisation nationale des droits de l'homme, oui. Dont je partage la présidence avec Maître Abibatou Samb, oui. Et puis qui m'a été transmise par des personnalités, par de grands avocats qui ont eu à présider, oui. Les maîtres Boukounte Diallo, Hassan Djamandiaï. Oui. Et puis bien avant, dès le début, j'en profite pour parler un peu de mon organisation. Oui. Mamba Signan, et notre regretté Djibril Badiane, Ousmane Sey, même le président Abdou Diouf, son excellence, a été un membre d'honneur. Donc c'est une organisation qui a beaucoup contribué à l'évolution et puis qui a une tradition, la tradition de consensus, de favoriser le dialogue et de chercher l'équilibre. Au nom de cette organisation, je pense, il y a une fermeté qui se dégage de cette histoire, c'est que le Sénégal n'a pas le choix, le Sénégal est obligé d'ouvrir une enquête, doit répondre à une demande même internationale, puisque les droits de l'homme, c'est un combat international, c'est un combat d'ensemble, ça n'appartient pas seulement au Sénégal. Le Sénégal se doit de rendre compte aussi à toute la communauté internationale. Cette personne qui avait été arrêtée, gardée à vue. Ce que je sais de la garde à vue qu'il ne faut pas confondre avec la détention, c'est que la personne est mise entre les mains de la police qui veille, gardée à vue, à l'œil sur cette personne. Donc normalement, l'État a l'obligation de protéger cette personne. S'il y a une mort d'homme qui arrive, on présume. Et c'est ça ma façon de voir, c'est de la responsabilité de l'État qui doit veiller sur la personne. Le procureur parle d'une vidéo de 13 minutes qui montrait que François Mancabou s'est cogné la tête contre le mur. Je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous pose la question, quelle thèse emporte votre adhésion? Justement, il ne doit pas y avoir de thèse à ce stade. Oui. Il y a une victime, il y a une personne qui avait été poursuivie, il y a la société. Je crois que le procureur, quand il sort, et c'est bien qu'il apprenne à communiquer, il n'a pas le choix d'ailleurs, oui. C'est la marche de la société qui les oblige à faire preuve de transparence, à se diriger vers nous et à expliquer. Mais ça va se cantonner en un certain nombre d'informations qui reposent sur l'équilibre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a ouvert une enquête et ça s'arrête là. Mais allez oui, c'est ce qu'il a dit. On a ouvert une enquête. Oui, oui. Et ça s'arrête là. Qui a été confiée à la division des investigations criminelles. Mais certains de vos collègues disent non, on n'est pas satisfait de cela, que le dossier soit confié à la DIC, mais il faut plutôt la confier à la gendarmerie. Oui, il faut ouvrir une enquête. Oui. Le procureur a ouvert une enquête. Moi, je parlais d'ailleurs des propos du procureur. Oui. Je m'inquiétais. Je ne comprenais pas qu'on aille jusqu'à parler de vidéos comme si on voulait dire... On a déjà tranché, et je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle le principe de la présomption d'innocence. Au contraire, cette personne, elle est présumée innocente. On se doit de la protéger. On ne doit pas faire des discours, on ne doit pas prendre des gestes qui vont dans le sens de dire c'est la personne qui est coupable. Ça pose problème. Voilà. Et si nous revenons maintenant à l'ouverture de l'enquête, oui. On ne peut pas dire au procureur pourquoi vous avez saisi la DIC, vous n'avez pas saisi la gendarmerie. En tout cas, on demande à l'État du Sénégal d'ouvrir une enquête, qu'elle soit sérieusement menée pour rendre compte à nous,
au peuple sénégalais, à la société. L'ONDH s'en contente que le procureur annonce une enquête. L'ONDH Oui. veilla, comme tous les autres organismes de défense des droits de l'homme, Oui. dont je salue la présence et le combat Oui. dans notre pays et à dimension internationale, c'est de veiller, c'est de suivre. Nous allons suivre, nous allons voir est-ce que l'État du Sénégal adoptera ce comportement et c'est une obligation internationale. Tout le monde l'a dit, je ne fais que répéter les autres qui m'ont devancé par rapport à cette question et qui obligent l'État à mener une enquête très sérieuse parce que c'est extrêmement grave. Oui, mais le qualificatif qu'ajoutent ces organisations de droits de l'homme, Amnesty, LSDH et une autre qui me reviendra tout à l'heure, c'est enquête indépendante. Ah oui, oui, tout à fait, impartiale. Oui. Alors, tout à fait. Enquête indépendante et impartiale. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'on sente que c'est aller dans le sens qui pourrait favoriser l'État. Et vous me donnez l'occasion aussi de rappeler, puisque j'y pense trop souvent, parce que ça crée des confusions, nous verrons que toutes les questions que nous allons aborder, du début jusqu'à la fin, il n'y a que les confusions qui créent le désordre, qui posent problème. Alors le procureur, il n'est pas un représentant de l'État. Il ne travaille pas pour l'État. Il travaille pour la société. Il a une fonction de protection de la société. Et donc, il doit veiller à ce que tous les droits soient respectés, comme je le disais, du côté de la défense, du côté de la victime, etc. etc. La troisième organisation, c'est la RADDHO. Alors, cet enregistrement dont a parlé le procureur, quelle est sa valeur? Mais justement, je disais tout à l'heure que le procureur, je peux me tromper, et je veux bien rectifier mon opinion si je me trompe, ça m'a inquiété, je ne comprenais pas que le procureur fasse allusion à ces enregistrements. Puisque nous sommes au stade de renseignement, d'enquête, alors, si ça doit être remis à des enquêteurs et attendre. Mais s'il en parle, et en parle dans le sens de dire, mais il y a des choses qui révèlent qu'il aurait, ça pose problème. C'est comme si le jugement déjà commence, une thèse a été affichée. Oui. Une question toute logique que se pose l'opinion, c'est qu'une vidéo de 13 minutes, quand on a le temps de filmer une personne qui se serait cognée la tête contre le mur pendant 13 minutes, c'est qu'on a eu le temps de lui porter assistance, de lui porter secours. Mais j'ai rappelé tout à l'heure que la garde à vue, oui, c'est une vieille habitude. J'ai fait un article là-dessus d'ailleurs de la procédure pénale. Il faut veiller sur. Vous avez la personne à l'œil. La personne ne peut pas arriver à la garde à vue avec quoi que ce soit. On doit tout lui enlever. Et on veille sur la personne. On amène la personne aussi dans un milieu humain. Alors, quand même l'endroit où la personne elle est placée n'est pas un endroit humain. C'est un endroit dégradant. Cela fait que aussi le pays doit être condamné. Toutes ces conditions peuvent l'amener à vouloir s'annihiler. Et c'est comme si on poussait la personne, on provoquait la personne à se désintéresser de la vie. Parce que les conditions dans lesquelles on l'a placée sont des conditions inhumaines. C'est déjà un problème. Et quand je dis garde à vue, vous devez veiller, c'est de la responsabilité de l'État, puisque la police, elle travaille pour l'État. La gendarmerie, elle travaille pour l'État, de veiller sur la personne. C'est impossible, c'est incompréhensible qu'on parle de vidéos qui montrent que pendant très longtemps, la personne est, ça me fait penser même à la non-assistance à une personne à danger. L'État peut être poursuivi pour non-assistance à personne. La responsabilité de l'État peut être engagée. L'État engage sa responsabilité si la garde à vue se déroule dans ces conditions. Parlons un peu de la communication avant de parler quand même de cette liste qui s'allonge de morts en détention ou en garde à vue au Sénégal. La communication, vous avez tout à l'heure salué le fait que le procureur ait pris la parole. On a également entendu l'administration territoriale. Est-ce que le sentiment qu'on peut avoir, c'est pas de dire mais il faut capaciter les magistrats, notamment le parquet, l'administration territoriale, comme les forces de défense et de sécurité en matière de communication. Parce que souvent la communication, elle ne convainc pas et par moments elle est même désastreuse. Justement, la parole, et surtout de la part de l'État, elle est sacrée. Je crois que si communiquer aujourd'hui
par rapport à la marche démocratique de notre société et de rigueur, savoir communiquer, c'est quelque chose qu'on doit soigner, on doit veiller, puisque moindre mot, un mot de trop, ou mal prononcé, mal exprimé, est une source de désordre. Donc je suis d'accord avec vous qu'il va falloir également créer les conditions d'une bonne communication. Moi-même, avec vous, nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train d'échanger des gens, nous avons ce souci de faire en sorte qu'il y ait de la mesure dans notre expression. Un mot de trop, ça va faire l'objet d'un commentaire. Ouais. C'est donc difficile de s'exprimer, raison pour laquelle il faut veiller sur le comment, la manière de s'exprimer, de parler. Peut-être s'inspirer des chambres africaines extraordinaires avec une communication confiée à feu Marcel Mendy, un aîné à nous, paix à son âme, qui a été arraché à notre affection il y a quelques années. C'était un grand professionnel et bon, d'accord, mais il par s'en rapport... acquittait bien de la tâche. Oui, mais par rapport à la justice, oui. Le procureur ne communiquait pas. Oui. C'est un pas qu'il faut saluer. Mais souvent, après les sorties du procureur, il y a toute une polémique qui suit. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que le procureur se base sur sa raison d'être. Ce qu'un auteur d'ailleurs appelait le serpent de mer. Ce procureur de la République, quel est son rôle? Quelle est sa fonction? Je le disais tout à l'heure, que moindre erreur, maladresse, à partir du moment où déjà on le soupçonnait d'être un agent de l'État, puisque l'État a déjà son agent, qu'on appelle l'agence judiciaire de l'État. Lui, il a une fonction tout à fait séparée du fonctionnement de l'État. C'est vrai que le ministère public repose sur une hiérarchie et que le lien, c'est l'État. Mais sa fonction, encore une fois, est une fonction tout à fait indépendante de l'État. Oui, on lui dit allez communiquer, mais est-ce qu'il est outillé pour communiquer? Non. Et normalement, d'ailleurs, ça ne doit pas ressortir qu'on lui dit allez communiquer. Ou bien il décide d'aller communiquer. Il décide d'aller, parce qu'il doit communiquer. Oui, d'accord, on est d'accord. La loi lui dit qu'il peut communiquer. Et donc, communiquer sur une affaire qui risque de troubler l'ordre public. Les esprits s'inquiètent. L'enjeu, c'est la paix, c'est la tranquillité publique. Il va falloir donc que sa communication puisse rassurer et non avoir l'effet contraire. Alors, François Mancabou, qui est donc mort, ça c'est un fait incontestable. L'enquête déterminera les circonstances de cette mort, mais toujours est-il que... Et c'est décevant. Oui, décevant. Très, très décevant. Et je crois que nous tous, nous sommes alertés, les organisations de défense des droits de l'homme qui jouent un rôle de neutralité, mais, je l'avais dit tout à l'heure, qui doivent veiller impérativement sur le respect des droits de l'homme. Et à chaque fois qu'il y a un mort d'homme, c'est le trouble est difficilement gérable. Oui. Une liste qui s'allonge. Des morts en détention, en garde à vue. Depuis un certain moment. Et souvent des enquêtes qui sont annoncées, qui ne vont jamais pratiquement jusqu'au bout. C'est la remarque faite d'ailleurs par un de nos followers qui dit soit on parle d'enquêtes en cours ou des enquêtes qui ne sont jamais allées jusqu'au bout. Et vous voyez que la justice, je l'avais dit tout à l'heure, est un moyen, est un répondant. La justice doit s'exprimer, doit se prononcer. Quand l'attente est très très longue, ça émet justement ce genre de doute. Donc le facteur temps rentre forcément dans l'expression de la justice, la justice de qualité. Oui, est-ce que la pratique de la torture existe au Sénégal, dans nos commissariats, dans nos brigades, dans nos prisons? Je vous ai dit que déjà, quand vous visitez, j'ai eu l'occasion, de par cette profession que j'exerce assez timidement, à rentrer dans les prisons, dans les maisons d'arrêt ou dans les maisons d'arrêt de correction, à venir dans les locaux de police, rendre visite à des clients, à les rencontrer. Les locaux que je vois ne sont pas des locaux, déjà sont des locaux que l'on peut considérer comme étant des espaces, des lieux de torture, déjà. Et la torture, ce n'est pas seulement le fait de toucher, de porter atteinte à l'intégrité physique de la personne.
Psychologiquement, moralement, c'est de la torture. La façon de parler, c'est de la torture. Le fait que je reste longtemps sans m'alimenter, sans qu'on m'offre de l'eau à boire, sans qu'on me donne de l'alimentation, c'est de la torture. Alors que parfois, on a une pathologie. Alors que parfois, on a une pathologie. Et d'ailleurs, merci de m'avoir d'ailleurs rappelé qu'avant de placer quelqu'un en garde à vue, vérifiez déjà que son état de santé est tout à fait compatible avec la mesure que vous avez décidé de prendre. Lui-même, on doit lui notifier ses droits. Parmi les droits, le droit de se faire examiner par un médecin et le droit de se faire assister par un avocat. Oui. Ce qui nous amène à parler aussi de l'évasion de Pape Mamadou Seck, qui ferait partie de cette force dite spéciale. Il s'est évadé alors qu'il était question de lui apporter des soins au pavillon spécial. L'administration pénitentiaire a fait une déclaration disant que, voilà, lui demandant déjà de revenir pour son intérêt, parce qu'il doit se soigner, mais aussi pour se défendre, parce qu'il a été inculpé dans le cadre de cette affaire. Là également, votre avis? Et justement, l'administration pénitentiaire a bien fait de faire vite, de s'exprimer, de faire se communiquer pour essayer de rassurer et puis de sous-entendre que je ne dégage pas ma responsabilité puisque ce sont mes agents qui devaient veiller sur cette personne. Je vais mener une enquête, on va ouvrir une enquête pour vérifier s'il n'y a pas une négligence de ma part, puisque ces agents travaillaient pour moi. Donc on va dire aussi, on revient à la responsabilité de l'État. Quelqu'un qui échappe, ça veut dire qu'il y a eu défense par rapport à la surveillance. Ou bien, et vous parliez de doute, on se doute, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas une complicité avec les agents qui étaient chargés de veiller sur cette personne? Comme Mamadou Seck, mais dont la mort même a été annoncée aussi par certains. Aujourd'hui, on est sans nouvelles de lui, justement. Oui, mais juridiquement, nous n'allons pas pouvoir dire qu'il y a eu mort, puisque la mort doit être constatée. On ne peut pas parler de disparition, puisque en droit, il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'on parle de disparition. La personne est partie. Tant qu'on n'a pas de nouvelles montrant que la personne est morte, nous ne pouvons pas dire qu'elle est morte. On va considérer. Même absente, même absente signifie quelque chose aussi en droit. Mais on va dire qu'elle est partie, qu'elle s'est évadée, que c'est un fugitif, et on est à la recherche. D'où d'ailleurs le sens de l'appel de l'administration pénitentiaire, encore qu'il est temps de se rattraper, revenez. Oui. Et c'est satisfaisant de dire revenez. Non. L'État doit quand même avoir moins d'investigation. Tout à fait. Oui. Surtout quand on parle de terrorisme. Dans cette histoire, on parle de terrorisme. Oui, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette parole prononcée par l'administration pénitentiaire. Nous nous inquiétons par rapport au travail de l'administration pénitentiaire, les conditions dans lesquelles ces personnes sont détenues. Nous nous posons des questions par rapport à la légèreté dont l'enquête pourra peut-être révéler. Tout ça rejoint à la situation globale de l'analyse de l'État qui de plus en plus fait preuve de faiblesse, d'incapacité, et ça nous inquiète. Et il faut suffisamment de moyens pour assurer la sécurité. Une autre mort, c'est celle de Idrissa Goudiaby, manifestant en région naturelle de Casamance, qui a été tué lors des dernières manifestations, une manifestation qui n'avait pas été autorisée. Aujourd'hui, le corps n'est toujours pas entre les mains de sa famille. Il y a une autopsie qui doit être faite parce que la famille a demandé une contre-expertise, ce que les autorités ont accepté. Là également, bon, on est dans le doute. On est dans le doute, c'est une source d'inquiétude et ça nous rappelle aussi des principes. Vous savez, on ne parle pas peut-être c'est exagéré de parler de guerre, si vous prêtez l'expression, et si on parle de rebelles, il y a un affrontement. Et nous enseignons à ceux qui sont chargés d'exercer la force sur le terrain, de bien réfléchir, de ne pas recourir à la force, à l'arme, de veiller à ce que les conditions soient réunies, de chercher l'équilibre. C'est quand on n'a pas le choix, on est obligé de réagir. Donc dans ce cas, on utilise l'arme. Mais là aussi, l'enquête doit être menée
pour savoir dans quelles conditions ça a été utilisé. Alors, si aussi on se positionne dans cette attitude de rebelle, de séparatiste, on engage sa responsabilité, mais dans ce climat, dans ce contexte où on est en train de chercher, c'est peut-être très tôt de situer les responsabilités. Question maintenant des internautes. Professeur Samba Thiam est l'invité de ce jury du dimanche. Il est professeur agrégé en histoire du droit et président de l'ONDH. Cette question de Koumba-Niasse qui dit « Ces dérives que nous constatons au Sénégal, mort suspecte de détenus, violence électorale, quelles actions pour le professeur Samba Thiam à travers l'ONDH, quelle action comptez-vous mener ?» Alors, Koumba-Niasse est l'une de mes étudiantes qui fait preuve de courage, de bravoure, ayant suivi une formation très rigoureuse dans le domaine des droits de l'homme. Donc ce sont des droits de l'hommistes qui s'expriment, qui s'inquiètent énormément dans le cadre de l'Organisation nationale des droits de l'homme, dont je suis chargé de perpétuer la tradition, qui est une tradition de vulgarisation des droits de l'homme, de culture des droits de l'homme, de culture de la citoyenneté, de culture de la paix. Nous allons donc aller dans le sens de davantage de la modernisation de la société, de l'aide qu'on peut apporter à l'État, mais dans le sens de faire respecter les droits fondamentaux, la personne humaine étant considérée comme étant inviolable, sacrée, de mener des recherches en droits de l'homme. Et puis, je l'avais dit tout à l'heure, cet organe avec les autres organismes que nous retrouvons dans le COS, de veille, de rappel, et puis d'élever la voix quand les choses sont extrêmement graves. Oui, et l'autre c'est Cheikh Diaw. À partir de quel moment peut-on dire qu'un pays n'est plus un état de droit? Y a-t-il des faits ou actes spécifiques pouvant amener à ce que l'on considère qu'un pays n'en est plus, c'est-à-dire n'est plus un état de droit? La question est difficile. Si nous prenons notre pays, on est très très loin de la situation dans laquelle on peut dire qu'il n'y a pas état de droit, puisque les institutions républicaines sont là, de la plus haute. Et d'ailleurs, avec l'énumération de la Constitution, on ne peut pas dire que telle était la plus haute, puisque toutes ont une certaine importance. L'état de droit, c'est autre chose par rapport au comportement que ceux qui sont chargés de faire vivre l'État, qui détiennent l'appareil de l'État, de par leur comportement, de faire en sorte que l'État se soumette au droit qui a été établi à l'interne et auquel il faudra ajouter l'ordre international. Quand il y a ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'on voit dans d'autres pays, quand il y a un coup d'État, tout de suite, l'ordre est remis en cause et justement toutes les difficultés, c'est de gérer une transition. Vous avez vu les difficultés entre la CEDEAO et certains pays dont les destinées sont encore entre les mains de forces militaires qui disent que c'est à nous de gérer jusqu'à un certain moment. Si de tels événements se produisent, on peut oui s'inquiéter par rapport à l'état de droit. Oui, le mot qu'on a le plus utilisé depuis le début de cette émission, c'est doute. Il y a justement un doute sur l'état de droit au Sénégal. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous que le Sénégal est un état de droit? Ah oui, définitivement. J'avoue, je dois vous le dire honnêtement, je n'ai pas de doute par rapport à l'état de droit qu'est le Sénégal. J'estime que les institutions sont là. Maintenant, je le répète, ce sont ces personnes qui sont chargées de faire fonctionner l'État. Ce sont des comportements, des attitudes, des discours, des incompréhensions, des confusions qui amènent à exprimer ce doute. Mais l'institution, l'État, il est grandement présent. Des professeurs comme vous, quand même, ont sorti un manifeste il y a déjà quelques mois, un peu, c'était l'année dernière, au mois de mars. Certains également ont commis un autre manifeste tout récemment.
en s'interrogeant sur l'état de droit au Sénégal, sur la démocratie au Sénégal. Oui, je le dis encore, pardonnez-moi de le répéter, ce n'est pas l'institution elle-même qui est remise en cause, ces institutions qui se dégagent dans long processus démocratique depuis la période coloniale. Nous avons vu comment des jeunes, des populations se sont dressées, même contre l'autorité coloniale, pour exprimer une quête de liberté. Il y a le processus qui est extrêmement grand, élevé, qui nous a amenés jusqu'à ce stade. Ce socle, il est toujours là. Ce sont les personnes que nous mettons en avant, que nous désignons pour gérer l'État. C'est un comportement global faisant qu'on s'inquiète. Et si je viens au manifeste de mes collègues, ce n'est pas mal que l'université de temps en temps s'exprime, rappelle, s'adresse surtout à ces femmes et hommes qui nous dirigent, à ces femmes et hommes qui cherchent à prendre le pouvoir pour dire qu'il y a un ordre. La société, elle a mis en place un État pour que cet État veille sur la commission, poursuivre notre bonheur, assurer la sécurité. Et la sécurité repose sur le droit. Nous qui sommes à la faculté de droit, nous formons des esprits, nous cultivons. Et ces règles doivent être appliquées. Si ce qu'on enseigne comme principe, comme règle, comme valeur, ne se retrouve pas dans la vie de l'État, ça peut conduire à exprimer ce type d'inquiétude. Mais je rassure en disant, encore une fois, que le fondement de l'État n'est pas rogné à mes yeux. Vous faites partie des signataires de ce manifeste? J'avoue que non. Oui. C'est à travers la presse que je l'ai vu. Je n'ai pas été contacté, je n'ai pas été au courant, mais j'ai pu, comme je l'ai dit tout à l'heure, accéder à ce manifeste comme tout le monde. En le lisant, j'ai apprécié pas mal de choses. Et puis aussi, je me suis dit que c'est une affirmation. Vous l'auriez signé? Par rapport à tout ce qui a été dit, globalement, je l'aurais signé, puisqu'il s'agit d'un rappel aux valeurs. Mais, si vous le permettez, peut-être que j'aurais aussi exprimé certaines choses d'une autre manière. Parce qu'on parlait tout à l'heure de communication, de discours, de parole, d'expression. Et je me laisserai dominer par un caractère scientifique plus fort. Alors, deux professeurs, même s'ils ont la casquette politique aujourd'hui, c'est professeur Ismaïla Madior Fall, qui est juriste comme vous, mais aussi professeur Mary Teuw Niane, mathématicien, qui a été même recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Une polémique sur le troisième mandat. Mary Teuw Niane a parlé de laudateurs qui sont, selon lui, dans l'entourage du président, qui le pousseraient à briguer un troisième mandat. Ce que n'a pas du tout apprécié Ismaïla Madior Fall, qui a dit que le président prendra sa décision le moment venu, avec le souci de mettre en avant les intérêts du Sénégal. Alors, quel commentaire vous inspire cet échange entre deux professeurs? Justement, je ne souhaiterais pas faire un commentaire par rapport aux deux échanges. L'échange entre les deux personnes de qualité très respectable. Je pense que le moment venu, effectivement, la question pourra être adressée au Conseil constitutionnel. Et moi, mon espoir, c'est que le Conseil constitutionnel pourra se fonder, si effectivement, sur ce qui est écrit, mais laissera dominer l'esprit. Il y a un esprit qui représente le peuple sénégalais. Je parlais tout à l'heure de conquête, d'évolution. Nous venons de quelque part. Nous avons arraché un certain nombre de droits. Nous avons fixé des choses avec fermeté. C'est le peuple qui s'exprime. Oui. Et si l'on se base sur la volonté du peuple,
sur son esprit, j'ai espoir que le Conseil constitutionnel pourra rendre une décision qui pourrait recueillir l'adhésion de la plus forte. C'est quoi cet esprit par rapport à cette question sur le troisième mandat? Cheikh Kouyaté, d'ailleurs, qui dit quel troisième mandat, candidature ou mandat? Bon, il a raison de poser la question. Je peux tout à fait me tromper, mais pour moi, l'esprit du peuple sénégalais, c'est d'avoir dit, avec l'évolution, je ne veux plus qu'il y ait des mandats qui durent. Je veux fixer des dispositions constitutionnelles. Elle doit être intouchable. Et on l'a commencé depuis un certain moment. C'est la lecture qu'il faut avoir de l'article 27 Je ne de parle la pas de Constitution. lecture, je n'ose pas parler de lecture, puisque les spécialistes se prononcent. Vous m'avez dit de revenir sur l'esprit. Et l'esprit, moi, c'est le peuple. Le peuple sénégalais. Une fois, nous avons dit, mandat, on va fixer la durée. Et cette disposition, elle est rigoureuse, elle est ferme, elle doit être au cœur de la Constitution. Parfait. Nous avons dit qu'on ne peut pas exercer plus de 2 mandats. Ça, c'est à un certain moment, ça a été fixé. L'esprit reste. Même si d'autres personnes arrivent, modifient la Constitution, on doit toujours garder l'esprit. Qui dit pas plus de 2 mandats. C'est ce que j'entends, moi, par esprit. Et qui est conforté par quoi? Parce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'article 27. Mais la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Oui, je disais que les spécialistes, les publicistes, les hommes d'État, ceux qui connaissent très bien, ceux qui étaient là au moment où on rédigeait la Constitution, sont des personnes très indiquées pour commenter. Et moi, je veux me mettre du côté de la société, en faire une question de société, et me mettre du côté du peuple, en disant que j'avais fixé une règle. Alors, si vous le permettez maintenant, nous allons concrètement aux choses. Là, il y a une disposition qui est venue dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 mandats donc consécutifs. Cela rejoint l'esprit qui avait été déjà fixé, à savoir qu'il ne peut pas y avoir plus de 2 mandats. Toute personne qui arrive pour exercer le pouvoir ne peut pas l'exercer successivement et plus de 2 fois. C'est ce que j'entends par esprit. Et concrètement, maintenant, cette disposition constitutionnelle qui est là dans la Constitution, comment l'interpréter? Je vous ai dit, permettez-moi de renvoyer ça aux constitutionnalistes, à mes collègues constitutionnalistes. Et j'espère que quand le problème se posera, le Conseil constitutionnel se prononcera. Et je vous ai dit que moi, si j'ose m'avancer, je souhaiterais que ce Conseil constitutionnel, s'il y a une lettre de privilégier, s'il y a une possibilité de partager l'interprétation, de mettre en avant l'esprit du peuple sénégalais. Alors, il y a Alassane Bathily qui cite un professeur Babacar Gueye. Il dit, n'avait-il pas raison de dire que l'actuel président de la République pourrait briguer un 3e mandat en se fondant sur les dispositions de l'article 27 de la Constitution et les articles subséquents? Je vous l'avais dit tout à l'heure, Mahmoudou, qu'il faudra me permettre de ne pas me prononcer en profondeur sur la question du 3e mandat. Et si vous m'avez bien suivi, je vous ai dit que si l'on se base sur l'expression du peuple sénégalais, si l'on se base sur l'engagement que l'on prend vis-à-vis du peuple sénégalais, il n'y a pas possibilité de rester dans le doute, de se poser des questions. Mandat. Non, je ne dis pas de briguer un 3e mandat, je ne fuis pas le débat. Mais je vous ai déjà dit que je ne souhaiterais pas traiter directement cette question. Je la laisse à mes collègues constitutionnalistes qui ont eu à se prononcer. Très bien. Mais il y a ce qu'on appelle, ce que vous appelez en Wolof, j'aime bien l'expression, Junju doyna borom xel. Alors, permettez-moi de dire. Ça revient à l'esprit. Oui, ça revient à l'esprit. Sincèrement, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, il y a
une trajectoire qui a été définie par le peuple sénégalais. En un moment, ça a été fixé. Pas plus de 2 mandats. L'esprit est là. Même si on revient pour modifier la Constitution, l'esprit sera toujours là. Très bien. Pape Mor Diagne, qui est un de vos étudiants, question pour le professeur et avocat qui nous a fait aimer l'histoire du droit. Conseil constitutionnel ou Cour constitutionnelle, en quoi est-ce vraiment différent? Si les hommes politiques ne sont jamais d'accord sur les règles du jeu, fichier électoral, parrainage, nombre de mandats, un conseil ou une cour peut-il ou peut-elle jouer efficacement son rôle? Et puis, une question subsidiaire à laquelle vous répondrez. Un président, après son mandat, pourrait-il intégrer un conseil ou une cour constitutionnelle? Bon, revenons à la question première. Conseil ou cour constitutionnelle, c'est quoi vraiment la différence? Je pense que si on devait chercher un élément, un critère qui nous permettrait de situer le Conseil constitutionnel d'un côté et la Cour constitutionnelle de l'autre, ce que je peux dire, c'est que dans le cas de la Cour constitutionnelle, on est pleinement dans la juridiction, plénitude de juridiction, beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de liberté. De pouvoir. Voilà, de pouvoir. Et même la Constitution qui intègre les droits et libertés fondamentaux, la Cour constitutionnelle pourra recevoir des réclamations formulées par des citoyens et se prononcer s'il y a violation ou pas des droits de l'homme et que ces droits de l'homme font partie intégrante de la Constitution. Or, le Conseil constitutionnel qui a une histoire depuis la France, dont nous avons hérité du système constitutionnel, 1958, à partir de là, on a mis en place le Conseil constitutionnel. Alors, le Conseil constitutionnel a toujours eu cette dimension politique, d'organe politique, de régulateur de la vie politique, veille aussi sur la régularité des élections, ne peut pas se débarrasser de cet aspect politique. Mais j'aurais souhaité que même si ça reste Conseil constitutionnel, ce qui importe, c'est surtout les pouvoirs, qu'on permette au Conseil constitutionnel d'aller au-delà de la lettre, d'aller au-delà du bloc de constitutionnalité qui est défini dans la Constitution. Et vous permettrez de récupérer cet élément sur lequel je m'appuyais depuis tout à l'heure pour fuir votre question du 3e mandat, c'est l'esprit. Que le Conseil constitutionnel puisse juger selon et lui-même, même si la Constitution n'a pas dit très très clairement que le Conseil qui est un juge ait l'audace, le courage de dire que je juge selon l'esprit. Et en même temps, me disait un de mes maîtres, avec qui j'échangeais beaucoup, qu'il peut arriver qu'on soumette des affaires au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel dise « je ne peux pas les examiner. Cela ne rentre pas dans le cadre de mes compétences. » C'est dommage. C'est triste. Pour vous, il faut aller vers une cour constitutionnelle? Pourquoi pas aller vers une cour constitutionnelle ou bien rester dans le cadre du Conseil constitutionnel, mais renforcer ses pouvoirs. Et j'étais en train tous les cas, il faut réformer. Oui, réformer. Et je disais tout à l'heure, le Conseil lui-même, naturellement, peut se conduire de cette façon. Et en plus, j'ai dit que quand il n'y a pas possibilité de trancher cette affaire, permettez-moi d'arriver au bout de mon idée. Oui, je vais faire vite. Que le Conseil constitutionnel puisse quand même se saisir d'une affaire et ne pas se déclarer incompétent et trancher. Puisque d'ailleurs, c'est cette règle élémentaire que nous avons enseignée à nos étudiants, que le juge ne peut pas rejeter une affaire. Le déni de justice. Le déni de justice. Voilà. Et c'est dommage, mais le Conseil constitutionnel se retranche toujours derrière son bloc de constitutionnalité. Si on peut réformer et de manière très claire, permettre à ce constitutionnel d'aller jusqu'à ce niveau, ce serait pas mal. Très bien. Mais l'idéal, et ce que je souhaite, c'est qu'il y ait forcément, comme dans tous les autres pays, pardonnez-moi d'avoir dit tous les autres pays, dans les pays que je connais le moyen mal, comme le Bénin, le Niger, qu'il y ait une cour constitutionnelle. Très bien. Un président, après son mandat, pourrait-il intégrer un conseil ou une cour constitutionnelle? Pour rester un peu avec Pape Mor Diagne, il pose la question parce qu'il y a des exemples ailleurs dans le monde. Très rapidement, en une fraction de seconde. Oui, puisque c'est une culture. Le président a une forte culture de l'État.
le président, pendant toutes ces années, a détenu un appareil, il connaît. Ouais. Pourquoi pas, s'il peut venir dans le cadre du Conseil constitutionnel, ce serait pas mal. Ouais. Mais notre dispositif législatif ne permettrait difficilement d'arriver à ce... Autrement dit, Abdou Diouf Abdoulaye Wade pourrait aujourd'hui être membre du Conseil constitutionnel. Mais avec notre actuelle législation, puisque c'est le président de la République qui nomme, je crois, un président sortant, est-ce qu'il il accepterait de soumettre sa candidature pour être nommé par son successeur? Psychologiquement, c'est difficile. Bon, il faudra qu'on ait un peu plus de hauteur. Alors, très rapidement, mais vraiment, on termine. C'est la violence dans le discours politique, soit dans le discours, violence verbale, mais parfois, il y a même une violence physique dans l'arène politique. Votre réflexion? Mais ça me rend triste, malheureux. Oui. Il ne doit pas y avoir de violence. Oui. La politique, j'aime, j'apprécie énormément. Je n'ai pas cette possibilité. Je ne me suis pas engouffré dans ce milieu, mais j'admire ceux qui font de la politique. Ils nous aident à faire bouger notre société. Je les félicite. Ils peuvent mener la politique dans la paix, dans l'élégance, dans la courtoisie. La violence, elle ne s'explique pas. Elle est incompatible. Je me souviens encore d'une formule exprimée par Alain Peyrefitte, qui fut ministre garde des Sceaux en France, qui a fait un livre « Justice entre les extrêmes », en montrant que la violence, elle accompagne la société. On ne peut pas l'enlever de la société. La violence, elle est inhérente à la société. Oui. Mais la politique, si est une politique de programme, est une politique d'expression avec le peuple, conquête, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la violence. Et il faudra donc bannir à travers les discours, et pardonnez-moi d'ajouter qu'il faudra assumer aussi ces mots, son discours, puisque quand on prononce un mot, quand on invite à la sortie, eh bien, toutes les conséquences devraient être assumées. Oui. J'aime bien l'expression du professeur Abdallah Cissé qui parle de responsabilité circulaire. Polémique déclenchée justement par les déclarations de l'opposant Ousmane Sonko sur la stigmatisation de la Casamance et des Diola par le président Macky Sall, selon ses propres termes. Êtes-vous en phase avec lui? Je ne peux pas dire que je suis en phase avec lui, mais je m'interroge sur les mots que l'on utilise. Je m'inquiète par rapport à l'unité nationale. Quand on mène de la politique, il faut se dire, c'est aussi de ma responsabilité, c'est mon devoir de faire en sorte que, puisque là où je vais arriver, ce que je veux incarner, mon rôle, avant tout, c'est de préserver l'unité nationale. Moi, je ne rejette pas la nécessité par rapport au pouvoir. Je crois que je lisais par hasard, et c'est une chance, d'avoir lu Makhtar Diouf, qui a fait un beau livre sur le Sénégal, les ethnies et la nation. Et ce professeur économiste a montré que l'ethnicité peut contribuer à la construction nationale. Et puis ce qui fait que nous nous inquiétons, c'est surtout par rapport au développement. Tous qui participent à l'animation politique le font parce qu'ils veulent apporter leur touche, contribuer au développement. Le développement local est souhaité avec les politiques de la décentralisation, mais tout ce qui peut favoriser le séparatisme, tout ce qui peut affecter des valeurs fondamentales dans le cadre du préambule de la Constitution du Sénégal qui fait partie de la Constitution, il est dit d'abord que le peuple tient au respect de ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de notre construction nationale, de l'unité nationale. Cette stigmatisation dont on parle beaucoup aujourd'hui au Sénégal, est-elle souhaitable ou est-ce qu'il faut avoir le courage de l'adresser, de la questionner? Il faut faire attention au discours. Il n'y a pas de stigmatisation. Ce sont les discours, ce sont les paroles, ce sont les mots qu'on utilise qui peuvent créer des confusions, qui peuvent drainer des personnes n'ayant pas tout à fait compris et qui se laissent emporter par des émotions. Quelqu'un
je ne vise pas une personne nommément. Je veux dire, même ceux qui participent aux élections législatives, qui s'intéressent à la vie de l'État, devraient se dire que c'est de leur responsabilité de garantir des acquis démocratiques, de faire beaucoup attention. Très bien. J'aurais voulu que nous parlions de la constitutionnalisation des ressources naturelles. Voilà, à quoi le peuple sénégalais doit s'attendre à la veille, si on peut le dire comme ça, de l'exploitation des ressources pétrolières, gazières, mais aussi d'autres ressources qui sont déjà exploitées. Mais vraiment. Oui, très, très rapidement. Oui. C'est la Constitution qui a dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais, appartiennent au peuple. Le peuple, alors, a le droit d'exiger de la transparence dans la conduite, dans la gestion des affaires publiques, dans ce domaine des ressources naturelles. Ce que je souhaite, l'inspiration m'a été donnée par des personnes avec qui j'ai échangé, c'est que nous exploitions d'abord l'expertise locale. Le Sénégal, qu'on mette en avant le Sénégal, qu'on mette en avant les Sénégalais qui ont de l'expertise dans ce domaine, qu'on les utilise. Et ensuite, l'identité culturelle. Les ressources naturelles sont en confrontation avec notre identité culturelle. Il faut qu'on puisse aussi préserver cela. Merci, professeur Samba Thiam. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité et comme dernier mot de dire, puisque notre contexte est un contexte électoral, qu'on fasse la part des choses, qu'on ne voit pas les personnes, qu'on voit l'État. Même s'il y a quelqu'un qui exerce le pouvoir et qui utilise le pouvoir de l'État, qu'on puisse séparer l'État de la personne humaine. Qu'on ne confonde pas, sinon on risque de détruire notre appareil qui est très précieux et qui garantit la paix sociale. Merci, professeur Samba Thiam, professeur agrégé en histoire du droit et président de l'ONDH. Il est également avocat. Il était notre invité jury du dimanche, iRadio, ITV, imedia.sn, réalisation Iba Marsen, Sidignan. imedia.sn au texte Cheikh Moussa Sarr, à la photo Pape Doudou Diallo, réseaux sociaux Fatima Taba et Biram Pouy. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.